bonjour, bienvenue dans ce deuxième cours de la semaine, deuxième semaine, ça rime quasiment. Alors j'espère que vous avez apprécié mon premier cours, pour lequel j'ai fait de l'actualité et qui a probablement sensiblement augmenté la durée de ma vidéo. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez et moi je me suis dit qu'à votre âge et avec tout ce que vous avez à faire, je voulais pas dépasser les 20 minutes par vidéo. Fait que si je l'ai dépassé, j'en suis désolé, mais je vous rappelle que je vais mettre, parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire de l'actualité au début de la première vidéo de la semaine, parce que je ne vais pas nécessairement trop prendre de votre temps par rapport à ça. Donc là, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on va commencer beaucoup plus rapidement le cours et on va y aller tout de suite. Donc, je vous rappelle que vous avez des travaux à faire cette semaine, vous aviez des travaux à faire également la semaine dernière. Vous avez le rapport initial du projet bourse à également me faire. J'ai mis une vidéo en ligne pour vous expliquer comment faire ce travail-là. Mais toutes les explications se retrouvent dans la feuille de consigne que j'ai mis également disponible dans la première semaine du plan de travail. Donc, vous irez chercher ça. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, Teams, courriel, vous pouvez venir me voir dans mes réunions en direct les mardis et les mercredis de 10h à midi. Plein de façons de pouvoir communiquer avec moi. L'ignorance n'est définitivement pas une bonne réponse dans ce cas-ci. Alors, écoutez, on était rendu à parler, on est toujours dans le pouvoir économique, et là, on était rendu à parler des regroupements économiques. Là, on va passer un petit peu plus de temps sur les regroupements économiques, parce que je veux quand même passer du temps pour bien vous les expliquer. Puis, on va commencer par vous présenter quelques images. Les regroupements économiques, c'est quoi exactement? C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué sur la planète, mais il y a des pays qui vont se réunir ensemble et qui vont faire des ententes économiques. On en a un petit peu parlé avec l'OMC, l'OMC qui est un genre d'arbitre dans tout ce processus-là. Mais il y a des regroupements économiques qui sont très populaires. Et là, on va essayer de vous présenter chacun de ces regroupements économiques-là. Je pense que vous en connaissez deux très bien. Puis il y en a deux que vous connaissez probablement pas, et si vous les connaissez, c'est parce que vous êtes vraiment des machines. Alors là, je vous présente différents types de regroupements économiques que vous pouvez voir là. Fait que je sais pas si vous reconnaissez ici Mme Merkel, M. Obama. Bon, M. Obama qui n'est plus le président actuel des États-Unis. Puis bon, ça serait difficile de reconnaître l'ancien président français. Bref, ça, c'est une belle petite image pour vous représenter l'Union européenne, qui est probablement un des regroupements économiques les plus importants, la majorité de tous les pays d'Europe qui sont regroupés sous une même monnaie. Ensuite de ça, vous avez des choses parfois qui sont un peu obscures, comme par exemple l'Union douanière Russie, Biélorussie, Kazakhstan, que vous avez peut-être jamais entendu parler, mais qui est quand même un regroupement économique important. Ensuite de ça, vous avez les fameux marchés communs avec cette photo qui est aussi weird qu'un peu bizarroïde. Et finalement, encore une fois, vous avez l'Union européenne qui est là. En haut, c'était peut-être plus vous présenter le libre-échange parce que, je pense que cette image-là va pas très bien avec ce que je vais vous présenter. Fait que je vais l'enlever, je vais la changer pour l'année prochaine. Le pire, je pense que ça fait 2 ans que je me dis ça. Il faudrait que je la change, cette image-là. Alors, voilà. Fait que là, vous avez des regroupements économiques, puis pour vous l'expliquer, dans vos notes de cause, allez voir, là, il y a vraiment beaucoup de choses à écrire et à retranscrire. Mais non, c'est pas si pire que ça. Regardez, c'est un beau tableau. Tout ce que vous avez à faire, c'est des X. Dans le fond, là, c'est que vous avez les 4 plus grandes de 4 plus grands regroupements économiques qui existent présentement sur la planète. Donc, la zone de libre-échange, les zones de libre-échange. Comme nous, on est dans une zone de libre-échange. Vous le savez, j'espère. D'ailleurs, on a tellement de misère à renégocier cette entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique parce que M. Trump était vraiment pas content de la façon dont on gérait il trouvait que les États-Unis étaient très maltraités dans cette zone de libre-échange-là, mais on est dans une zone de libre-échange. Alors, qu'est-ce que ça fait, une zone de libre-échange? Mais c'est le seul petit X que vous voyez, c'est le seul avantage que ça donne. Une union douanière, vous voyez, c'est les deux petits X. Le marché commun, 4 petits X. Et l'union économique et monétaire,
l'Union européenne a tous ces avantages économiques-là. Et quels sont ces fameux avantages-là? Ben, écoutez, c'est pas très compliqué, on va commencer. Le premier en haut, c'est écrit suppression des tarifs douaniers et des quotas sur les échanges de biens et services. Alors, si vous vous souvenez, au dernier cours, on a parlé du protectionnisme. Après le dernier cours, dernière vidéo, je suis tellement rendu comme... Ça n'a pas de sens, j'ai encore mon ancienne façon de faire avec dans une classe. Alors, suppression des tarifs douaniers et des quotas sur les échanges et de biens et de services. Donc, lorsqu'on signe une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une union économique et monétaire, tous les pays qui font partie de ces ententes-là acceptent de se transférer des produits à travers la frontière sans qu'il y ait aucun tarif douanier. C'est pas nécessairement sur tous les produits, ça va dépendre de l'entente que l'on va signer, mais par exemple, le bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis, bien, on peut faire du bois ici au Canada et les transférer aux États-Unis, il n'y aura pas de frais de douane, OK? Et ça, c'est très important, pas de frais de douane, OK? Donc, pour justement, tous ceux qui ont signé dans ces zones de libre-échange sur les produits en question. Okay, donc, c'est ça qu'on appelle suppression des tarifs douaniers. Donc, pour ce qui est de la zone du libre-échange, vous voyez que c'est le seul avantage économique qu'on a. C'est quand même un avantage qui est important. Je veux dire, pour certains produits, c'est très bon pour nous parce que quand on enlève les droits de douane, ça fait baisser les prix, donc c'est bon pour le consommateur. Et c'est bon aussi pour certaines industries qui voient donc parce que c'est un marché. Quand tu fais affaire avec juste le Canada, tu fais affaire avec 38 millions de personnes. Quand tu fais affaire avec les États-Unis, là, tu rajoutes plusieurs centaines de millions de personnes. Donc, c'est un gros avantage. Ensuite, pour ce qui est du tarif douanier extérieur commun à l'égard des pays tiers, ça veut dire que si tu signes, par exemple, avec une union douanière, un marché commun ou une union économique et monétaire, tous les pays qui sont dans cette entente-là, lorsqu'ils signent des ententes commerciales avec les pays extérieurs, ils ont tous la même politique économique. Donc, dans une union douanière, dans un marché commun ou dans une union économique et monétaire, lorsque eux autres, par exemple, présentent l'Union européenne, lorsque l'Union européenne négocie avec le Canada, ben, c'est pas la France qui négocie avec le Canada, c'est pas l'Italie qui négocie avec le Canada, c'est tous les pays ensemble qui vont négocier avec le Canada. Et ça, c'est très important. Alors que nous, au Canada, dans la zone de libre-échange, vous voyez qu'il n'y a pas de petit X. Les États-Unis et le Canada, lorsqu'on négocie avec les pays extérieurs, on n'a pas cette entente-là qui fait en sorte qu'on négocie ensemble. Des fois, ça peut être quand même très bon ou ça peut ne pas être bon, ça dépend des situations. Mais vous voyez qu'encore une fois, la zone de libre-échange, c'est celle qui a le moins d'avantages. Et là, l'union douanière, l'avantage s'arrête là. Okay? Ensuite, le troisième et le quatrième, les marchés communs, les unions économiques et monétaires l'ont. Donc, élimination des obstacles à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. Donc, dans un marché commun, dans une union économique et monétaire, les gens peuvent se promener à travers les pays sans problème, sans avoir besoin d'un passeport. Donc, si tu es en France, tu vas aller en Allemagne, tu peux passer à travers les frontières. D'ailleurs, je joue des fois à un jeu vidéo qui s'appelle American Truck Simulator ou Euro. En fait, c'est plus la version Euro pour que je vous montre l'exemple. Donc, Euro Truck Simulator, où tu peux commencer, je sais. Vous savez probablement pas c'est quoi, mais si je suis dans un camion et je me promène d'une ville à l'autre et je transporte des marchandises, ça paraît peut-être bizarre, mais j'aime ça des fois, ces jeux comme ça. Et dans la version Euro, je peux avoir un début en France, me rendre en Allemagne. J'ai pas besoin de sortir mon passeport. Donc, c'est un autre gros avantage du marché commun et de l'Union économique et monétaire. Vous avez également une harmonisation des politiques économiques. Donc, vous savez que, par exemple, ici au Canada, on a des budgets, on fait des budgets. Et le Canada, les États-Unis, on n'a pas le petit X en dessous pour la zone de libre-échange. Donc, le Canada et les États-Unis font leur propre politique économique. Mais dans un marché commun ou dans une union économique et monétaire, toute la politique économique, elle est harmonisée. Donc, tout le monde vont faire les mêmes choses au niveau économique. On va tous répondre aux mêmes politiques. Donc, c'est pas la France qui va prendre une décision économique et, par exemple, l'Allemagne va en prendre une autre. Tout le monde, quand on fait partie de ce type d'union-là, on fait toute la même affaire. Et vous savez que le Royaume-Uni faisait partie de l'Union économique et monétaire, mais ils viennent de sortir justement de ça parce que
Ils voulaient faire leur propre chose, ils n'étaient pas toujours d'accord. Et finalement, le dernier, qui est le seul élément que l'Union économique et monétaire a, c'est l'harmonisation des politiques monétaires et fiscales, bref, la monnaie. Et vous savez que l'Union économique et monétaire, ils ont l'euro, qui est utilisé partout dans cette union économique-là. Donc, qu'est-ce que ça fait en sorte dans quelques instants? C'est qu'on n'a pas à vivre avec les taux de change. Fait, vous comprenez que au niveau économique, ce qui est le plus inclusif, c'est l'union économique et monétaire, et celui qui est le moins contraignant, parce que c'est juste un petit aspect d'économie dans lequel on négocie, c'est les zones de libre-échange. Puis là, je voulais quand même passer quelques instants pour vous présenter, par exemple, une zone de libre-échange. Bon, ça va. Sur Wikipédia, il n'y a pas tant d'informations que ça. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que la zone de libre-échange, ça va. Mais des unions douanières, vous voyez que vous avez l'union douanière de l'Union européenne. Donc, il y a une union en fait, c'est inclusif, les deux. Vous avez, par exemple, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Conseil de coopération du Golfe. Après ça, dans les marchés communs, vous voyez le Mercosur, qui est pas mal le marché commun le plus important, qui est tout ce qui est en Amérique du Sud, ainsi que le Mexique pour la majeure partie. Et l'Union économique et monétaire, vous avez dans le fond l'Union européenne qui en fait partie. Donc, il y a vraiment, je vous dirais, beaucoup de ce type d'intégration économique qui existe, mais vous devez donc, là vous voyez c'est écrit définition à la page 128 du Cahier Globe, vous ne l'avez pas le Cahier Globe malheureusement, puis en classe je vous l'aurais probablement donné cette page-là, vous ne l'avez pas. Sachez qu'une intégration économique, je vous l'ai pas mal tout bien expliqué, et la définition elle est pas mal où sont les X, donc tout ce que les X c'est ce qu'on a, et quand il n'y a pas de X, parce qu'on n'a pas ces avantages-là. Ça va, fait que justement, il y a quelques instants, je vous parlais de c'est quoi le taux de change. Le taux de change, c'est la valeur de la monnaie. Puis là, je suis pas là aujourd'hui pour vous donner vraiment toute l'explication de ce qu'est exactement la valeur de la monnaie. Mais sachez que le dollar canadien, le dollar américain, l'euro, la livre sterling, ils ont tous une valeur qui est différente et qui va fluctuer en fonction du marché. Un petit peu comme la bourse. Même chose, une question d'offre et de demande. Il y a des gens qui veulent investir de l'argent dans des devises. Et vous saviez que vous pouviez d'ailleurs le faire dans le projet bourse. Mais c'est ça qui va faire fluctuer la valeur de la monnaie. Et là, j'ai quasiment peur de peser sur taux de change du jour. Je ne sais pas si ça va apparaître. J'ai comme... on va regarder le taux de change du jour. Je pense que ça a changé à partir... Le mode de calcul a changé. Là, vous ne le voyez pas. Je veux juste être sûr si... attendez, je vais juste l'écrire là. Taux de change. Parce que la Banque du Canada, voilà. Fait que je l'ai ici. Je vais vous le présenter. Donc, vous voyez qu'au moment où j'enregistre ceci le 22 mai, là, il est 14h52 au moment où j'enregistre ceci. Donc, un dollar canadien vaut 71 sous américains. Donc, quand vous allez voyager, par exemple, si vous allez voyager aux États-Unis, mais votre dollar canadien ne vous donnera pas grand-chose en dollars américains. Si vous allez, par exemple, voyager, allons-y, on va mettre l'euro. Je vais essayer de trouver l'euro, voilà. Alors, vous voyez que l'euro, c'est pire. Un dollar canadien, c'est 66,66 euros. À quel endroit vous devez vous rendre pour que ça vaille vraiment la peine? On va essayer le yen. Allons-y donc avec le yen. Alors, vous voyez qu'un dollar canadien vaut 76,86 yens. Fait que c'est quelque chose de compliqué, hein? Puis vous comprenez un petit peu, peut-être avec un petit peu plus l'idée de l'Union européenne d'avoir une seule monnaie. Parce que les gens qui allaient acheter en Allemagne, quand tu as des transformations de devises, ça rend les achats plus difficiles. Et là, maintenant, en ayant une monnaie unique, en Europe, c'est beaucoup plus facile de voyager d'un pays à l'autre et de pouvoir faire ces différents achats-là. Donc, sachez que c'est ça exactement ce qu'est le taux de change. Mais on ne rentrera pas dans les calculs, comment ça fonctionne. Je veux juste que vous connaissiez, dans le fond,
le fonctionnement de tout ça. Je vais passer très très vite sur le concept de multinational parce que dans le pouvoir économique, on peut pas passer sous silence justement l'idée des multinationales. Multinationales, c'est quoi exactement? Ce sont ces fameuses compagnies qui ne s'arrêtent pas à seulement fonctionner à l'intérieur d'un pays, mais qui sont dans d'innombrables pays. Walmart est une multinationale, Amazon est une multinationale, Apple est une multinationale. Alors pourquoi créer une multinationale? Premièrement, pour se rapprocher des matières premières nécessaires à leur production. Parce que c'est sûr, quand tu es une multinationale et que tu as besoin de produire et que tu n'as pas les ressources dans ton pays, ben, si tu veux te rapprocher, ben, mets ta compagnie un petit peu partout à travers le monde et tu vas être en mesure de plus facilement avoir accès aux ressources et aux matières premières. Contourner aussi les mesures protectionnistes mises en place par les États qui limitent les transactions commerciales internationales. C'est quand, étant simplement dans un pays, ben, tu peux faire face à des stratégies protectionnistes qui font en sorte que ton produit ne peut pas être vendu ailleurs. Mais si tu t'installes un peu partout à travers le monde, ben là, tu vas justement contourner ces fameuses mesures-là et tu vas avoir plus de facilité à vendre ton produit à tout le monde. Donc, les Walmart, ben, t'en as en Chine, t'en as partout des Walmart. Donc, eux autres, ils n'ont pas nécessairement à subir ces menaces-là protectionnistes parce qu'ils sont partout. Donc, c'est une façon détournée de faire plus d'argent. Trouver des débouchés extérieurs pour leurs produits, notamment lorsque la concurrence devient plus forte sur le marché de leur pays d'origine. Donc, c'est sûr que, par exemple, Walmart, s'il y a Target aux États-Unis, bon, il y a plusieurs grosses entreprises comme ça, mais en allant s'installer ailleurs, ça diminue l'impact que peut avoir la concurrence interne. Et finalement, payer des coûts de production plus faibles que dans leur pays d'origine. Alors, pourquoi est-ce qu'on produit en Chine, mesdames et messieurs? J'espère que vous avez compris ça depuis longtemps. On produit en Chine parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai entendu dire que des petits Québécois jeunes de 16-17 ans qui travaillent sont payés beaucoup plus cher que des Chinois qui vont travailler à un prix beaucoup moindre que ce que vous êtes payé. Alors, c'est sûr que les multinationales vont utiliser souvent ces pays-là pour réduire leurs coûts de production et ainsi réduire leur prix et augmenter leurs ventes. Alors, c'est pour ça qu'on veut souvent créer ce qu'on appelle une multinationale. Vous avez ici les multinationales en chiffres, mais les chiffres sont tellement désuets, je vous dirais, puis je pense que vous avez ça sur votre... vous avez ça, je pense, dans vos feuilles de notes. Donc, en 2006, on dénombrait 79 000 entreprises multinationales qui contrôlaient 790 000 filiales. En 93, donc, on n'en comptait que 37 000. Aujourd'hui, ça doit être 2 fois plus. En 2007, le chiffre d'affaires des entreprises multinationales était de 31 000 milliards de dollars américains, soit 21% de plus que l'année précédente. Environ 2/3 des échanges commerciaux internationaux sont le fait des entreprises multinationaux. Et en 2007, les multinationales employaient environ 82 millions de salariés. Alors, c'est pas des petites compagnies. Et on va terminer avec le numéro 5, oui, alors la production et la consommation mondiale. Vous savez qu'il y a un des gros problèmes qu'on a évidemment lorsque l'on produit dans des multinationales et avec le libre-échange et avec le fait que l'on ouvre les frontières comme ça, c'est tout ce qu'on appelle le contrôle de la qualité. On dit que les gouvernements ne peuvent légiférer sur les méthodes de culture et les processus de fabrication des produits en provenance de l'étranger, mais par contre, ils peuvent réglementer la production sur leur propre territoire, contrôler la qualité des produits qui entrent chez eux et adopter sur une base volontaire des normes internationales de production. Alors, le contrôle de qualité, pour inspecter la qualité des produits qui sont mis en marché chez eux, la plupart des États se dotent d'organismes de contrôle. Parce qu'on dit en 2007, là, dans plusieurs pays, dont le Canada, de tels organismes ont retiré du marché des dentifrices importés de Chine et d'Afrique du Sud dans lesquels il y avait du diéthylène glycol, qui est une substance utilisée comme antigel ou comme solvant. C'est comment les choses qui sont faites un peu partout à travers le monde, mais on finit par avoir besoin d'un certain contrôle de qualité parce que c'est pas partout qu'on a nécessairement la même façon de fonctionner. Alors, on a mis en place un système qu'on appelle les systèmes ISO. Et on va finir avec ça aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup des ISO en passant. Alors, si vous vous posez la question, ISO, ça veut dire International Organization for Standardization. Et vous voyez que c'est une compagnie internationale qui a mis en place un système de standards, de qualité qui est comme utilisé un peu partout à travers le monde. Et vous les avez ici, les ISO 9000. Vous avez
pourquoi ça s'appelle ISO 9001. Vous avez ISO 9000, 9001, 9004. Vous avez vraiment différents types d'ISO. Il y a des chiffres un peu partout comme ça. Vous avez les ISO 14000. Bon, ben moi, c'est un petit peu ça que je veux vous parler. Dans le fond, c'est la gamme des ISO 9001 et des ISO 14001. Et on en voit un petit peu moins souvent aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, souvent quand je revenais du baseball avec mon père là, à Montréal, sur le bord de l'autoroute 20 en direction de vers Sorel-Tracy, souvent il y avait des entreprises qui avaient des grosses banderoles puis qui étaient inscrits dessus. Nous avons fièrement reçu la mention ISO 9001. Et je me souviens d'avoir demandé à mon père de dire « qu'est-ce que ça veut dire ISO 9001? » Mon père ne savait pas. Et là, je m'étais dit qu'un jour, j'allais enseigner ça à mes élèves. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, ISO 9001, c'est un système de management de la qualité. Alors, à chaque fois que vous allez voir ça dans une entreprise, c'est qu'ils ont travaillé très fort parce que c'est une exigence de qualité pour la conception, le développement, la production, l'installation et le service après-vente d'un produit ou d'un service. Donc, quand une entreprise a la mention ISO 9001, ça veut dire que cette entreprise-là s'occupe de toutes les étapes de la production de leurs produits. Donc, genre, vous voulez vous acheter une porte, puis vous allez dans une compagnie, puis la porte, pas la porte, mais bien la compagnie a la mention ISO 9001, mais vous savez que les propriétaires de cette entreprise-là, c'est eux autres qui vont chercher les matières premières directement, qui vont transformer cette matière première, qui vont créer la porte, qui vont l'installer et qui vont s'occuper du service d'après-vente. Et non, ce ne sont pas toutes les compagnies qui font ça. Okay? Il y a beaucoup de compagnies qui vont utiliser ce qu'on appelle de la sous-traitance. Et donc là, à chaque fois que tu achètes un produit, tu fais affaire avec plein de compagnies qui sont allées chercher les produits. Donc là, tu as de la misère à contrôler, à suivre la qualité d'un produit. Donc c'est très prestigieux de recevoir la mention ISO 9001. Et je pense que une entreprise doit être... C'est pas toutes les entreprises, je pense, qui peuvent recevoir cette mention-là. Ça dépend de ce que vous faites. Mais ISO 9001, quand une entreprise le dit, ils en sont très fiers. Et pour ISO 14001, c'est Système de management environnemental, protection de l'environnement. Alors, eux autres, encore une fois, c'est un descriptif international, donc processus de contrôle et d'amélioration continue des performances environnementales d'une entreprise. Donc, quand une entreprise transforme son usine, par exemple, pour répondre à des exigences environnementales qui font en sorte que, oui, ça va aider la situation de la planète, bien, ils vont recevoir la mention ISO 14001. Je trouve que c'est les pires noms qui existent sur la planète parce que ce sont des noms qui nous disent rien, mais maintenant, vous le savez, et je pense que l'entrepôt qu'il y a sur le bord de l'autoroute 30, dans le coin de Boucherville, il y a un entrepôt IKEA dans lequel ils utilisent de la géothermie pour chauffer leur entrepôt. Donc, la géothermie, c'est l'utilisation de la chaleur du sol. Ils ont reçu la mention ISO 14001 parce que IKEA a eu comme ce souci de justement aider à l'environnement. Mais voilà, mesdames et messieurs, je pense que c'était tout. Ouais, c'est ça, c'est tout. Alors, je viens de passer à travers tout le processus du pouvoir économique dans ces deux vidéos-là. Fait que j'espère que vous avez été capable de bien suivre. J'espère que j'ai été assez clair pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez des questions, vous savez comment me rejoindre sur Teams, dans les réunions, par courriel. Gênez-vous pas pour le faire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. La semaine prochaine, il va nous rester, ça va être nos 2 derniers cours que je vais vous donner parce que l'autre semaine d'après, c'est un documentaire. Vous savez comment ça marche dans la zone de jeu de société. Oh boy, je viens de me tromper. Ici. Mais je ne ferai pas de montage pour ça parce que ça peut juste être drôle. Donc, dans le cours de MS, donc j'avais toujours un film, un documentaire à vous présenter dans chacun des chapitres. Alors, je me suis dit, je vais faire ça aussi et c'est ce qui va se passer donc dans 2 semaines. Mais la semaine prochaine, on va terminer donc les notes de cours. Vous allez avoir du temps pour étudier afin de vous préparer pour l'examen qui s'en vient dans la dernière semaine. Donc d'activité qui, je vous rappelle, l'examen va avoir lieu du 15 au 23 juin 2020. Voilà, fait que merci beaucoup de prendre le temps de regarder ces capsules-là. J'ai du plaisir à les faire, ça, je vous le dis à chaque fois, ça me fait un petit peu penser à quand j'enseignais devant du monde, mais je me rends compte à quel point c'est le fun d'enseigner devant des jeunes.
Mais ça va revenir peut-être l'année prochaine. Alors, hey, merci beaucoup, portez-vous bien, profitez-en, puis on se revoit très bientôt. Bye bye.